Bonsoir très chers amis lecteurs. Merci de prendre part à cette 7e séance de lecture de L'homme qui voulait être heureux, édité par Laurent Gounel. Merci d'écouter, de partager et de commenter aussi. Pour clore le chapitre sur la santé, me dit-il, il est intéressant de savoir que les gens qui croient en Dieu et pratiquent leur religion, quelle qu'elle soit, de façon régulière, ont une espérance de vie de 29% supérieure à celle des autres. Vous savez, plus rien ne m'étonne maintenant. Comme je vous le disais la dernière fois, on ne peut pas juger une croyance, mais on peut s'intéresser à ses effets. En l'occurrence, nul ne peut prouver l'existence de Dieu, mais on sait que l'un des effets de la croyance en Dieu est un allongement de la durée de vie. Eh bien, je vais peut-être retourner à l'église le dimanche. Je ne suis pas sûr que cela est un effet. C'est la croyance qui compte, pas le comportement. Même si, et les ecclésiastiques le savent bien, les rituels entretiennent la croyance. Au fait, quel est ce médaillon que vous portez? Ça, disent en désignant la petite croix huguenote suspendue autour de mon cou. Oui, mon père me l'a donné de son vivant pour me porter bonheur, disait-il. Je suis très attaché car il me vient de lui. Beaucoup de gens croient tellement à leur médaille porte-bonheur qu'ils n'accepteraient pas de sortir sans. D'ailleurs, je ne le leur conseillerais pas. Aujourd'hui encore, j'allais avoir droit à de la nourriture collante. C'est avec un sourire jaune et en réfléchissant au moyen de me dérober sans vexer personne que je vis arriver le plateau de la jeune femme. C'est très gentil de votre part, mais je ne veux pas abuser de votre hospitalité. C'est un plaisir pour nous de vous offrir cela, répondit-elle à mon désarroi. Je me sentis obligé d'accepter. Bon, alors, je vais juste en prendre un tout petit peu, car j'ai déjà beaucoup mangé ce matin. Elle me tendit une assiette, servie maître Santien, puis disparut. Ce dernier avait perçu mon embarras et arborait un large sourire. Il s'amusait beaucoup. Pourquoi avez-vous menti une fois de plus? Je n'allais pas nier et m'enfoncer dans le mensonge. D'ailleurs, cela n'aurait servi à rien. Cet homme lisait dans mes pensées. Pour ne pas vous vexer en vous disant que je n'aime pas votre nourriture et que je déteste manger à la balinaise, en ayant les mains collantes. Si je ne peux pas comprendre ça, et si je me vexe, c'est mon problème, pas le vôtre. Pardon? Ce n'est pas le message qui peut vexer, mais la façon de le transmettre, de le formuler. Si on y met la forme, par exemple en remerciant l'autre pour son intention positive, on ne le vexe pas. Ou sinon, c'est qu'il est particulièrement susceptible, et alors c'est d'une certaine manière son problème, pas le vôtre. Vous savez, je crois que j'ai aussi fait ça parce que c'était plus simple que d'expliquer la vérité. Là, vous l'aurez gentiment. Vous l'aurez gentiment. Quand vous ne dites pas la vérité aux gens, vous leur fournissez la tentation de contourner vos arguments, ce qui vous amène à mentir de nouveau. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Au bout du compte, vous vous retrouvez contraint de faire quelque chose contre votre volonté, tel que manger un mets que vous n'aimez pas. Vous êtes donc doublement pénalisé. Doublement? Oui, parce que mentir est avant tout mauvais pour soi. Un peu comme si
cela générait une énergie négative que l'on accumulerait en soi. Essayez la vérité. Vous verrez, c'est libérateur. Et on se sent beaucoup plus léger d'un seul coup. Léger était un mot convaincant. Une promesse désirable lorsqu'on était en train de s'étouffer avec la nourriture pâteuse et bourrative. À propos de vérité, je n'ai pas suivi votre consigne d'hier. Je n'ai pas gravé le mot squaw. Je n'en suis pas surpris. Je n'en avais pas envie, alors je ne l'ai pas fait. Et cela fait quel effet de dire la vérité, tout simplement. Je reconnais que c'est agréable, c'est une douce sensation. Tant mieux. Avez-vous réalisé les autres tâches que je vous avais confiées? Oui, j'ai couché sur le papier ma vision d'une vie idéale. Puis j'ai noté tout ce qui m'empêcherait de le réaliser. J'ai sorti mes notes et lui lu la description de la vie qui me faisait rêver. Elle m'écouta silencieusement et c'était agréable de sentir quelqu'un prêter attention à mes désirs sans les commenter, sans interférer pour m'en dissuader, ni me suggérer autre chose de mieux selon lui. J'avais tellement entendu de saboteurs des rêves, ces gens qui vous disent « si j'étais toi, je ferais plutôt ». Ou encore, pire, ceux qui vous prédisent des conséquences négatives de vos idées. Si tu fais ça, il se passera ça. Quand j'ai fini, il me demanda simplement, après un silence, « Comment savez-vous que cette vie vous rendrait heureux ?» Je le sens bien. Je l'ai imaginé plusieurs fois et chaque fois que j'ai le même ressenti, la même satisfaction. Surtout quand je m'imagine vivre cela, je n'ai plus d'autre désir. Et quand vous voyez vivre cette vie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez perdre par rapport à votre situation actuelle? Rien, absolument rien. Parfait. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais juste connaître votre sentiment sur la raison pour laquelle cette vie que vous décrivez n'est pas la vôtre actuellement. Qu'est-ce qui a pu faire que votre chemin soit globalement différent, de celui que vous auriez aimé suivre? Je crois déjà que je n'ai pas beaucoup de chance d'une façon générale. Pour réussir sa vie, il faut de la chance. Et je ne suis pas quelqu'un de très chanceux. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas religieux, dit-il en riant, mais vous êtes superstitieux. Je ne crois pas en la chance. Je crois que chacun rencontre dans son existence un grand nombre d'opportunités en tout genre, et que certains savent les repérer et les saisir, d'autres pas. Peut-être il y a eu une expérience très drôle menée récemment en Europe, si ma mémoire est bonne. Elle visait à soumettre des volontaires dont certains se disaient chanceux et d'autres pas, à une preuve. Chacun se voyait confier un journal et on lui donnait quelques minutes pour compter le nombre précis de photos publiées à l'intérieur. Au bout de quelques pages, un encart assez grand apparaissait au beau milieu du journal, indiquant en très gros caractères « Inutile de continuer de compter, il y a 46 photos dans ce journal ». Les gens qui se disaient chanceux se sont tous arrêtés à la lecture de ce message. Ils ont refermé le journal et dit aux chercheurs « Il y a 46 photos. D'après vous, qu'ont fait les gens qui se disaient non chanceux ?» Je ne sais pas, je dirais qu'ils ont pensé qu'il devait y avoir un piège quelque part et ils ont continué de compter jusqu'au bout pour en être sûrs avant de donner le chiffre. Non, il est vrai qu'ils ont continué de compter jusqu'à la fin du journal. Mais quand on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas tenu compte de l'encart, ils ont tous dit un encart.
Quel encart! Aucun d'eux ne l'avait vu. Intéressant en effet. Oui, je suis convaincu que vous avez autant de chance que tout le monde. Mais peut-être ne prêtez-vous pas attention aux opportunités qui s'offrent à vous. C'est possible. Je me demandais quelle opportunité j'avais pu laisser passer dans ma vie et quel aurait été son cours si je les avais vus et saisis. Bon, maintenant reprenons les différents éléments de votre rêve. L'élément central est de m'installer à mon compte en créant mon propre studio de photographie de mariage. Très bien, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous en empêche? En fait, j'ai bien peur de ne pas en être capable, même si ce projet m'attire énormément. Comment savez-vous que vous n'en seriez pas capable? Je le sens, c'est tellement différent de mon métier actuel, de ce que j'ai l'habitude de faire. Peut-être est-ce trop important comme changement et que je n'y arriverai pas. Si vous vous basez seulement sur un ressenti, alors vous n'avez pas le moyen de savoir si c'est la réalité ou juste une croyance limitante. Peut-être, savez-vous comment on peut se mettre à croire que l'on n'est pas capable de faire une chose? Non, quand il existe quelque part une question, souvent non formulée consciemment, à laquelle on n'a pas la réponse. Je ne vous suis pas. Un exemple, si vous ne savez pas répondre à la question, comment puis-je concrètement réaliser ce projet? Alors, vous risquez de penser, je ne suis pas capable de le réaliser. Ce qui est une croyance limitante. Donc, je vous pose la question, comment comptez-vous vous y prendre pour que ce projet voie le jour? Je ne sais pas. Vous voyez, tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, vous aurez le sentiment de ne pas être capable de réaliser votre rêve. Je comprends. Pour y répondre, il vous sera nécessaire de descendre davantage dans les détails, car tant que vous gardez une image très globale de votre projet, vous le percevez comme une chose un peu abstraite, donc irréalisable. C'est vrai, j'ai des émotions, mais pas de plan d'action précis. Émotions positives quand je rêve au résultat, négatives quand je pense au passage à l'acte. Voilà. Vous démystifiez ce projet en listant précisément tout ce que vous aurez à faire pour le réaliser. Puis, en notant pour chaque tâche ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas encore faire. Il suffit ensuite de trouver comment acquérir les compétences qui vous manquent. Il y a pas mal de choses que je devrais apprendre et qui me sont aujourd'hui complètement étrangères. Par exemple, savoir gérer ce qui est quand même d'une certaine manière une petite entreprise ou encore des compétences commerciales, puisqu'il faudra bien que je me fasse connaître et que je vende mes services. L'ennui, c'est que je n'aurai ni le temps ni les moyens financiers de suivre des formations. Bon, vous pouvez aussi faire appel à votre créativité. Il n'est pas toujours nécessaire de suivre un cours pour apprendre quelque chose. Quelles sont, par exemple, les personnes dans votre entourage susceptibles de détenir les compétences qui vous manquent et de vous les transmettre? Mon directeur en possède certaines, mais il est évident exclu de lui en parler. Qui d'autre alors? Mon ancien directeur dans l'établissement où j'enseignais auparavant. Parfait. Vous allez pouvoir lui demander de vous aider. Non. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je ne le sens pas. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas envie de l'embêter avec mes affaires. Comment savez-vous que cela l'embêterait? Me demanda-t-il, étonné, comme si je venais de lui annoncer que j'étais un devin capable de savoir à l'avance ce que les gens allaient penser. Il n'aura sans doute pas envie de gâcher du temps à aider quelqu'un qui n'est même pas un proche ou un membre de sa famille.
Si c'était vous, vous ne diriez pas quelqu'un qui vient vous demander conseil sur votre métier? Si, bien sûr. Il me regarda dans les yeux. De quoi avez-vous peur alors? Me demanda-t-il avec une infinie douceur. J'eus une fois de plus le sentiment qu'il posait son doigt précisément là où il fallait. Si bien qu'il n'avait pas besoin d'appuyer fort pour produire un effet. Le mot peur avait un écho particulier à moi. Pendant quelques instants, il résonna comme un gong dans ma cage thoracique. Un gong dont les vibrations descendaient profondément dans les méandres de ma personnalité. Ce qui remonta à la surface m'apparut alors comme une évidence. J'ai peur de me faire rembarrer. Donc je préfère ne pas prendre le risque. Rien que d'y penser, je ressentais la honte que j'aurais si mon ancien patron m'envoyait bouler. Votre peur provient d'une confusion, d'un amalgame entre le rejet d'une demande et le rejet d'une personne. Ce n'est pas parce que l'on décline une requête de votre part que l'on ne vous aime pas ou que l'on n'a pas de considération pour vous. Peut-être, d'autre part, vous ne savez absolument pas si sa réaction serait négative. On ne peut pas répondre à la place des gens. C'est seulement en posant la question que vous serez fixé. Je ne suis sans doute pas assez masochiste. La plupart de nos peurs sont des créations de notre esprit. Vous ne le réalisez probablement pas, mais savoir se tourner vers les autres pour leur demander quelque chose est fondamental. Tous les gens qui réussissent leur vie ont cette compétence. J'en ai peut-être d'autres qui compensent celle-ci, que je n'ai pas. Il faut absolument que vous l'acquériez. On ne fait pas grand-chose dans la vie si on ne sait pas aller vers les autres et demander un soutien, un appui, de l'aide, des conseils, des contacts. Avant de nous séparer tout à l'heure, je vous confierai une mission pour vous faire évoluer sur ces points. J'acceptais en priant qu'il ne s'agisse pas de gravir une nouvelle montagne ou de traverser un bras de mer en seulement entre les requins. À propos de ce que je dois apprendre pour monter mon projet, il y a quelque chose qui risque de me poser problème. Quoi? Il est impossible de s'occuper seul d'un studio, notamment parce que lorsqu'on est sur le terrain, il n'y a plus personne pour accueillir les clients et répondre au téléphone. Il faudrait donc que j'embauche une ou deux personnes. C'est là que ça se gâte. Que voulez-vous dire? En fait, s'il y a une chose que je crains, c'est bien de ne pas être fait pour animer des hommes. Comment le savez-vous? Me demanda-t-il, un brin amusé. Mon directeur a dû s'absenter une journée et il m'a demandé de le remplacer pour qu'en cas de besoin, il y ait un responsable présent dans l'établissement. Et comme par un fait exprès, c'est arrivé. Un de mes collègues enseignants a eu un malaise et j'ai dû répartir ses élèves dans les autres classes. Mais chaque classe avait ses horaires propres et il fallait que les élèves que je confiais à chaque enseignant restent jusqu'à l'heure prévue dans leur classe d'origine. Certains enseignants ont protesté, refusant de faire des heures supplémentaires non planifiées d'avance. J'ai dû essayer de négocier avec chacun. En vain, cela s'est terminé en cauchemar. J'ai fini par rassembler tous les élèves dans ma classe qui étaient pourtant trop petites pour accueillir tout le monde. Certains se sont mis à pleurer. Je ne pouvais plus rien gérer. Ça partait dans tous les sens. Le lendemain, je pouvais lire le mépris sur le visage de mon directeur. Je me suis dit que si je renouvellerais jamais, je me suis dit que
je ne renouvellerai jamais l'expérience d'animer des hommes. Vous avez eu une fois des difficultés dans ce domaine et vous en concluez que vous n'êtes pas fait pour cela. Plus que des difficultés, un échec. Vous n'avez jamais essayé de recommencer. Je m'en suis bien gardé. Vous avez déjà observé un bébé qui apprend à marcher? Je vous remercie pour la comparaison. Donc, chers amis, arrivé à ce point, nous allons nous limiter là pour reprendre la prochaine fois avec la 8e lecture. Donc, prenez bien garde à vous et merci, à la prochaine fois.